Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Internet Exploreuse. Aujourd'hui, on va parler de slop, d'hippopotame et de soupe. Bienvenue, installez-vous. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Internet Exploreuse, votre mensuel des cultures numériques. Moi c'est Lucie et je vous salue si vous nous regardez en direct sur Twitch ou peut-être en replay sur YouTube ou peut-être que vous nous écoutez en podcast. Merci dans tous les cas. Tant que j'en suis au rayon des remerciements, je remercie d'abord nos soutiens Patreon. Je rappelle que Internet Exploreuse est une émission produite par Origami, un média indépendant qui est en grande partie financé par son audience. Donc si vous en avez les moyens et l'envie, n'hésitez pas à faire un tour du côté du Patreon d'Origami. Le premier palier est à 3€. Et après, c'est fini. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont envoyé des très gentils messages sur notre nouvelle formule. Voilà, c'est la seconde saison d'Internet Exploreuse. On a essayé de changer un petit peu la recette. Et visiblement, ça vous a plu. Donc, merci beaucoup. Internet Exploreuse, ça se conjugue au pluriel. Et comme chaque mois, je suis avec 2 exploreuses, à commencer par ma co-animatrice de Chic et de Choc, Héloïse. Bonjour Héloïse. Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, très bien. Un bon début d'émission, on est bien parti, donc tout va bien. Et à ma gauche, ce mois-ci, on est très très contente d'accueillir Pauline Armange. Bonjour Pauline. Bonjour Lucie. Comment vas-tu? Ça va super, merci. Il paraît que c'est ton premier stream Twitch. Tout à fait. Comment te sens-tu? How do you do, fellow kids? Pauline, alors on va reparler de ton travail tout au long de l'émission, mais je te présente rapidement. Donc tu es écrivaine, t'écris aussi bien des essais que de la fiction. Côté essai, notre audience connaît peut-être Moi les hommes, je les déteste, qui est sorti en 2020, c'est ça. Et côté fiction, on peut citer Aucune notification, qui est ta dernière sortie, qui est une nouvelle qui est parue aux éditions La Fourmi, il y a à peine quelques semaines. Et puis par ailleurs, je résiste pas à la tentation de parler de ton infolettre, car j'adore les infolettres. T'as une infolettre qui s'appelle Un invincible été, c'est bien ça? Tout à fait. Qui parle de créativité, de création, d'écrire. C'est ça, d'être une meuf et d'avoir un enfant maintenant. Voilà. Aussi, également. Et justement, la création, ça va être l'un de nos sujets du jour, puisque cette semaine, ce mois-ci, on va parler du slop. Voilà, le slop, c'est contenus médiocres produits par IA qui peut-être vont noyer le web. Et on va se demander, voilà, est-ce que peut-être ce slop, ces IA pourraient bouleverser notre rapport à la création? Et puis, on va aussi avoir les catégories habituelles d'Internet Exploreuse. On va vous même expliquer un hippopotame braillard et adorable. Et on va aussi vous dire d'aller boire de la soupe, vous verrez. Mais avant ça, avant toute chose, il est temps d'ouvrir le compte privé de Pauline. Ouais, le compte privé, puisque maintenant, vous le savez, on a bouleversé un peu la formule pour cette saison 2. On commence par le compte privé, parce qu'on aime bien un peu savoir comment nos invités, du coup, consomment Internet et leur rapport à tout ça. Donc, on t'a posé quelques questions, Pauline, t'en as choisi parmi une liste. Et la première, tu la connais, puisque je te l'ai posée déjà. C'est, si je te dis Internet, tu me réponds quoi? Je pense instantanément à l'épisode de The IT Crowd où Roy et Maurice disent à Jen que Internet, c'est une boîte avec une espèce de diode lumineuse et que tout Internet est là-dedans. Et ensuite, elle le présente à l'entreprise comme une espèce de fleuron de la technologie. Et ça me fait trop rire parce que ça me fait penser au fait que je comprends pas du tout comment Internet, ça marche. Et pourtant, j'y suis de manière chronique et dépendante. Et c'est toujours drôle, IT Crowd. J'ai jamais regardé, moi, IT Crowd. C'est old. Mais c'est vraiment drôle. Ça a bien vieilli, je trouve. Ouais. Ça se voit que c'est ancré dans son temps, mais ça se regarde encore très bien aujourd'hui. Oui, c'est très absurde, quoi. Donc, très drôle. Et puis le principe d'avoir Internet dans une boîte, ça me fait mourir de rire parce que ça pourrait vraiment être juste le plot d'un film ou d'un livre de science-fiction. Il ne faut pas casser Internet pour sauver Internet. Et en fait, dans l'épisode, spoiler, mais du coup, Internet vole et tout le monde est en panique totale parce que ça risquerait de casser Internet. Oh, c'est trop drôle. Et limite la boîte de Pandore, quoi. On est sur une réécriture. La deuxième question, c'était, et celle-là, alors je veux des réponses, c'est quoi l'app la plus chelou dans ton smartphone? C'est une app qui s'appelle RPM et donc c'est une app qui me permet de mesurer la vitesse de rotation d'une platine.
En sachant que j'ai pas de platine et donc effectivement ça pose Voilà. des questions. Mais alors pourquoi C'était le twist. Voilà. Voilà, le twist. En fait, j'ai eu une platine il fut un temps et à chaque fois qu'on mettait un disque, on se disait c'est trop bizarre, le son est trop chelou, mais on était des noobs. Donc on comprenait pas trop ce qui se passait. Et un jour, j'ai acheté un vinyle de Francis Cabrel que je connais par cœur parce que j'ai grandi avec. Je l'ai mis là et j'ai fait non mais en fait ça tourne trop vite, c'est trop bizarre. Et donc j'ai téléchargé cette app pour vérifier. C'était le cas. J'ai renvoyé la platine. Et je n'ai jamais racheté de platine, mais j'ai gardé l'app en me disant ça peut toujours servir. On sait jamais. C'était littéralement un montage façon TikTok, tu sais, des musiques un peu. T'as une améliorées version et sped tout. up, Ouais, c'est ça, c'est Nightcore de Francis Cabrel, c'est Oh, ça ouais, c'est ça. Et du coup, c'est très chelou, Chipmunk, Francis Cabrel, très bizarre. Alors, ta dernière recherche en ligne aussi qui m'a beaucoup. J'ai dû faire des recherches, du coup, moi aussi. Pour le coup, tu m'as dit que c'était le. Alors, je sais pas comment le dire, le pentabon. Le pentabon. Le pentabon. Ouais, donc Qu'est-ce que c'est savais pas Alors là, ce je que me suis c'était. permis de mettre genre une slide d'un cours de PS apparemment, et la phrase une discipline n'ayant pas d'existence culturelle me bute. Ouais, trop bien. C'est Ça quoi m'étonne pas. Alors, pentabon comme 5 bons. Et donc, c'est une copine qui nous disait qu'elle avait eu une épreuve de pentabon et que c'est effectivement au bac. Et j'étais genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et du coup, je suis allée voir. Et donc, il faut sauter 5 fois et aller le plus loin possible, je crois. Ouais, et je crois que le premier saut, il est à cloche-pied du coup. Bah non, mais Non, mais parce que du coup, je me suis beaucoup Non, mais intéressée. pardon, c'est un vrai truc, c'est pas un canular. c'est pas un canular. Vous êtes pas en train de Ah, me faire une non, blague. non, ah, mais ce serait trop drôle. Mais non, ça existe vraiment. Donc ça existe depuis longtemps en plus. Oui, oui. Mais enfin, C'est pas une visiblement, invention de la modernité. Depuis Il n'y a pas 2002. d'existence culturelle. Et en fait, tu sais, j'ai l'impression que ça fait partie de ces sports qui n'ont pas de fédération exacte et tout ça, et qui ont été en fait placés pour l'école. Tu sais, comme tu avais des trucs, des trucs que tu devais lancer qui n'existaient pas. On faisait du baseball avec des trucs qui étaient absolument pas adaptés, pas des battes de baseball, mais des trucs de tennis et tout. Je sais plus comment ça s'appelait. Ça ressemblait à Oui, quoi vos si, cours de PS On n'avait pas beaucoup d'argent, c'était dans l'aube. Oui, bah, Pas beaucoup de budget. Hein. Non, Mm. vraiment, c'était. Non, je relate. Moi, mon plus grand hold-up, c'est qu'au bac de PS, j'ai eu une épreuve de cirque. et la moitié des points, c'était faire une belle affiche. Oh, mais non! Ah non! C'est abusé, C'est ça! Génial. Je crois que j'ai eu genre 18, ce qui était vraiment inespéré Ouais. pour une épreuve de PS dans mon cas. Moi, mon meilleur souvenir de PS, ça reste quand même. Comment ça s'appelait? L'acrosport au bac. C'était trop bien. C'était ça. trop bien. C'était. Moi, personnellement, je me suis fait dispenser de sport au bac, donc rien à dire. Je n'ai pas souffert. Alors, la prochaine question, puisque c'est bon, on a réglé le compte au pentabon, c'est la dernière vidéo que tu as regardée sur YouTube. C'était la vidéo de Cosmonaut Variety Hour qui parle de Joker et qui dit que c'est un très mauvais film. Ça m'a intéressée parce que je me disais, ah, trop cool, faire une suite à Joker, ouais, mais pourquoi pas en faire une comédie musicale, parce que moi j'adore les comédies musicales, donc j'étais un peu partante. Et le résumé, c'est un peu, alors, si vous aimez les comédies musicales, vous n'allez pas aimer ce film, et si vous n'aimez pas les comédies musicales, vous n'allez pas aimer ce film. Donc, bon, bah, grosso Donc modo, personne ne va aimer ce film. grosso modo, voilà, moi je vais m'abstenir. Et du coup, c'est une mauvaise comédie musicale Oui, selon- alors, du coup, ces arguments sont hyper bons. C'est qu'il dit que normalement, une comédie musicale, les actes musicaux sont censés raconter quelque chose qui n'a pas déjà été dit. Et que là, c'est pas du tout le cas. Ils répètent la même chose en boucle, et donc au bout d'un moment, c'était pas très Ouais. intéressant. Et donc Ouais. la chaîne s'appelle The Cosmonaut Variety Hour. Tout c'est à ça fait. Et sur les comédies musicales, on en avait un peu parlé aussi de la manière dont elles sont pensées aux États-Unis, comment elles sont pensées en Grande-Bretagne et en France, et le fait qu'on avait tendance justement à repenser le fonctionnement et la fonction des musiques en fonction de si tu dois vendre le CD derrière ou pas et tout. Donc j'imagine qu'il y a aussi un peu de ça dans Joker. Bah, en fait, dans le Joker, c'est qu'en plus, ouais, c'est toutes des musiques préexistantes avec seulement une nouvelle musique composée par Lady Gaga. Et que ça a un peu éculé le côté on va remixer des chansons qui ont déjà connu un énorme succès. Et enfin, ça n'apporte pas grand-chose de nouveau et c'est pas une si grande prise de risque en fait. Mais est-ce que toutes les deux, vous êtes consommatrices du coup de chaînes ciné, du coup d'analyse cinématographique et tout sur YouTube Oui, moi j'aime bien la chaîne de Broé Deschanel, qui est une youtubeuse canadienne si je me trompe pas, qui je l'avais découverte parce qu'elle avait fait une vidéo sur The Social Network, qui est un film que j'adore. Et d'ailleurs je vous recommande vraiment cette vidéo. Et du coup c'est grâce à elle, parce que moi je suis pas très très cinéphile. J'aime bien aller au ciné, mais je n'ai pas trop de réflexion sur mes consommations cinématographiques. Et du coup ouais, moi ça c'est elle, pour le coup j'aime bien ce qu'elle fait. Et du coup The Cosmonaut Variety Hour, c'est une chaîne que tu regardes Ouais, que je regarde beaucoup, où il fait il commande les films Transformers, ce qui me fait trop rire. Il parle beaucoup de films de super-héros parce que c'est un grand adepte de comics.
Mais il a une approche qui est très différente de ce qu'on peut voir sur Internet avec des rageux qui n'ont pas vraiment beaucoup d'arguments et il est très drôle. Donc voilà. Et j'ai regardé Broyer des Chavelles grâce à toi, notamment la vidéo sur le Social Network et c'était vraiment trop cool. Ouais. Voilà, donc plus un. C'est une seconde recommandation. Et Transformers, du coup, qui pour le moment a été cité dans chacun des épisodes de la saison 2 d'Internet Exploreuse. Pour Skibidi Toilet, Michael Bay. C'est vrai qu'on a etc. déjà parlé de Transformers. Transformers Ça peut devenir is the new Shrek. Ça peut être Voilà. notre même de la saison, voilà, vous l'avez Peut-être. entendu ici en premier. Nous sommes désormais des Transformers. Nous sommes des Si tu devais Transformers. te transformer en une machine, ça serait quoi? Un tractopelle. Wow, c'est extrêmement spécifique, j'ai C'est marrant adoré. parce qu'il n'y a pas eu trop de pauses. Non. T'as vraiment. Non, mais il y a pas si longtemps, il y a un enfant d'un ami qui m'a présenté beaucoup de ces petits jouets, etc. Ouais. Et c'est vrai que j'ai repensé la fonction de tractopelle que je trouve méga stylée quand même. Ok. Donc Bonne réponse. voilà. Donc j'ai pensé. Voilà. Il y a Bravo. Sylvain qui nous dit qu'effectivement c'est. Passons, tractopelle. Toi, ce serait quoi? Pardon. Je pense sur une locomotive. J'aime bien le principe de tirer des gens, d'aider les gens et d'être sur des rails parce que ça me fait un peu peur de sortir des rails. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Et toi, du coup, Pauline, t'as une idée? Ah, on t'avait pas prévenu qu'on Ah non, alors là, j'avoue, je sais pas du tout. Un truc à moteur. C'est terrible. Un stylo super stylé. Ah ouais, non, c'est parce que t'as dit une machine. Moi, j'étais vraiment en mode Transformers avec des véhicules. Et là, dans ma tête, j'ai une trottinette, ce qui est vraiment ridicule et nul. Donc, Tu fonctionnes pas trop toute seule, mais non, j'ai clairement besoin d'un enfant de 2 ans qui crie et qui me booste. parfait, je prends. Le dernier truc que tu as appris sur Wikipédia. Yes. Je me renseignais sur l'autrice Emily St. John Mandel, qui est une autrice canadienne, qui a écrit Station Eleven. Et en scrollant, j'ai appris que c'était elle qui avait réalisé une étude dont j'avais déjà entendu parler, où elle avait regardé tous les livres qui comportent le mot girl dans le titre et qui avait remarqué que la girl en question a plus de chances d'être morte ou disparue quand c'est un homme qui a écrit le livre, ce que j'avais trouvé hyper intéressant comme... Elle disait plein de trucs aussi hyper intéressants sur pourquoi on dit girl alors dans l'immense majorité des cas c'est des women, des femmes. Et elle disait un truc très intéressant sur comment les auteurs, hommes, voient les filles et les femmes dans leurs livres. Quoi. Elle laisse pas infantilisant du coup. Hyper. C'est marrant parce que ça m'évoque pas mal tous les débats qu'il y a eu sur les girl memes sur TikTok et Internet l'année dernière, notamment les girl dinner et compagnie, où c'était systématiquement girl et jamais woman. Mhm. Pas women dinner par exemple. Ouais, c'est hyper intéressant. Et elle disait qu'elle avait discuté avec une éditrice par rapport au livre en question et qu'elle disait que woman, ça donnait vraiment une image de femme hyper mûre, genre limite senior, quoi. Alors que girl, ça donnait aussi un sentiment de progression, de changement et d'aller vers une destination que, apparemment, quand on est une femme, on ne bouge plus dans la tête du marché éditorial. Ok, sauf si on est une femme tractopelle, évidemment. Évidemment, dans ce cas-là, tout va bien. Et notre dernière question, du coup, c'était une question qui divise, une question clivante. Les notes vocales, pour ou contre? Ouais. Avant, j'étais vraiment 100% contre. Et maintenant que j'ai un enfant, je suis 300% pour. Vraiment, genre, ma vie pour les vocaux. C'est parce que t'es occupée en même temps et tout? Ouais, et puis, genre, je fais 1000 trucs où j'ai l'habitude d'envoyer des vocaux à des copines après avoir déposé ma fille. Du coup, au lieu de marcher comme une bouffonne et de me faire traiter à raison parce que je regarde pas où je marche, du coup, j'envoie des vocaux. Et j'adore en recevoir aussi maintenant. Voilà. Donc, on peut changer. Rejoins notre team, Héloïse. Non, Ah, mais... alors, T'es pas tout à fait pour. j'aime bien en faire. Mais j'aime pas en écouter. J'ai l'impression que c'est un peu tout le temps ça, parce que moi, j'adore en faire. Et donc, du coup, j'ai appris à aimer parce que c'est donnant-donnant. Dans une Ouais, relation, bien sûr, voilà. c'est ce côté-là. Mais c'est vrai, ça dépend totalement en fait des personnes aussi qui t'en envoient, parce que je trouve c'est comme l'appel. Il y a un côté où on te demande d'accorder un certain temps, des fois un peu lent. Du coup, en particulier, je trouve que c'est hyper intrusif en fait d'une certaine manière. Pas forcément intrusif, mais on te l'impose un peu. La note vocale? Ouais. C'est marrant, moi je trouve ça moins intrusif qu'un appel parce que la note vocale. Ah oui, non, mais l'appel, j'en parle même pas. L'appel c'est pire que tout. Mais oui, oui, mais tout à fait. C'est Au moins entre t'as deux, le temps, enfin t'as ce temps, c'est une conversation asynchrone en fait. Ouais. T'es pas obligé d'être disponible tout de suite pour Tout à l'écouter. fait. Mais par contre, j'avais lu un papier qui en parlait, je suis désolée, j'ai totalement évacué de mon cerveau le nom de ce papier, mais qui évoquait le fait que c'était hyper utilisé, notamment parce que textuellement, c'est toujours compliqué de faire passer de l'ironie, de faire passer une note d'humour, etc. Et que du coup, pour l'utilisation du fait, quand tu veux raconter une anecdote que tu as trouvée marrante, c'est pas forcément
par la note vocale que tu vas faire passer des infos, mais que tu vas faire passer du coup une nuance d'humour ou d'autres choses et tout. Et j'ai trouvé ça intéressant. Parce que moi, c'est quand il m'arrive des petites dingueries que j'aime bien faire des notes vocales généralement. Storytime. Storytime, ouais, totalement. C'est ça. Je crois qu'on a fait le tour de ton compte privé, Pauline, et qu'on va pouvoir passer tout doucement à la capture d'écran avec Lucie. Alors, la capture d'écran de Lucie, c'est un nouveau terme qu'elle nous a ramené. Florian a dit, mais c'est quoi ça encore? Tu vas nous parler de quelque chose qui s'appelle le slop. S-L-O-P. S-L-O-P, tout à fait. Et on ne va pas parler de slip, promis. Une question avant de commencer. Est-ce que vous savez ce que le mot slop veut dire en anglais? Tu me l'as dit. Non, mais au-delà du contexte. C'est le côté un peu amas, un truc, une bouillie, quoi, un peu. Ouais. Est-ce que toi, t'en avais déjà entendu parler ou pas, Pauline? Non. Pas spécialement. Non. Donc effectivement, le mot slop, alors moi je le connaissais pas non plus. C'est pas un mot récent, hein, c'est un mot qui existe dans la langue anglaise depuis un certain temps. Et effectivement, le slop, c'est la pâtée, la bouillie. On peut l'utiliser aussi pour, par exemple, parler des restes de nourriture, tu vois, dans ton assiette que tu vas balancer au compost ou à la poubelle. Et c'est aussi un terme qui est assez technique pour désigner l'eau polluée de gasoil que peuvent rejeter les bateaux, parfois dans la mer. En cas de pollution, évidemment. Bref, vous l'aurez compris, quand on parle de slop, on parle plutôt d'un truc assez merdique. Et donc désormais, effectivement, c'est un terme qui est aussi utilisé dans l'industrie des nouvelles technologies pour qualifier les contenus d'IA générative jugés de mauvaise qualité qui inondent le web. Voilà, on retrouve du slop dans les résultats de recherche, dans les réseaux sociaux, etc. Et ça prend plein de formes, hein. Ça peut être des images, des vidéos, des textes, etc. Donc le terme de slop appliqué à l'IA, il date pas d'il y a quelques jours ou quelques mois. C'est un terme qui est utilisé depuis à peu près 2-3 ans, mais il a vraiment explosé récemment pour pas mal de raisons. Déjà parce que les géants du web ont beaucoup investi dans l'IA générative ces derniers mois, et ces outils sont désormais globalement accessibles au grand public, et du coup ça a provoqué plusieurs affaires assez médiatiques sur tous les ratés en fait que peuvent provoquer ces logiciels. Un exemple, moi, qui me fait plutôt rire, en mai, Google a déployé sa fonctionnalité AI Overviews. Alors uniquement aux États-Unis, hein, c'est pas encore disponible en France. Donc c'est une fonctionnalité qui en théorie te permet d'avoir un résumé par IA qui répond à ta requête. Par exemple, tu tapes qui est Pauline Armange, tu as un résumé qui vient sans doute de sa page Wikipédia en vérité. Sauf que assez rapidement, AI Overviews a fait un peu n'importe quoi et a par exemple proposé à ses utilisateurs de mettre de la colle sur leur pizza pour que le fromage tienne mieux. Voilà. Bah oui, bon appétit. C'est vrai, le fromage va bien tenir avec voilà, bon appétit. C'est vrai. Donc ça, c'est du slop textuel. On peut aussi citer le slop dans les images. On a quelques stars du slop. Bon, ma préférée, personnellement, c'est Shrimp Jesus. Voilà. Je l'aime beaucoup. Il est très beau. Shrimp Jesus, donc littéralement en français, crevette Jésus, hein, Jésus crevette, Jésus crevice peut-être. Ah, Jésus crevice. Jésus crevice. Donc ça, c'est un nom donné à plusieurs images autogénérées représentant une fusion entre Jésus et des crevettes. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais ça a été un peu une tendance sur Facebook pendant quelques mois de personnes qui postaient en masse des images de Jésus et de crevettes. Et donc ça, c'est un exemple alors particulièrement weird, hein, clairement, d'un phénomène que le journaliste américain Jason Kobler qualifie d'internet zombie. Alors, on a déjà parlé sur Internet Exploreuse de la théorie du dead internet, le fait que l'internet serait mort, se nécroserait en fait petit à petit, et que en gros les humains fuiraient carrément des coins d'internet qui seraient peuplés que de robots. Et Jason Kobler, lui, il est pas tout à fait d'accord. Lui, il dit non, moi ce que j'observe, c'est plutôt que il y a toujours des humains dans tous les recoins d'internet, sauf que maintenant ces humains en fait postent en masse des contenus autogénérés dans le but d'engranger des réactions. Voilà, souvent aidés par des bots, hein, mais il y a quand même une activité humaine. Donc parfois c'est weird comme Shrimp Jesus, et puis parfois c'est un petit peu plus réaliste. Un exemple de slop qu'on peut retrouver sur Facebook, c'est des images d'enfants, genre un peu mignons, qui vont par exemple être devant un très beau château de sable, ou alors une sculpture en bois. Il y a beaucoup de sculptures en bois dans le slop. Tous ébénistes, les enfants. Tous ébénistes, les enfants de 3 ans, tout à fait. Ouais, j'ai vu passer sur TikTok, c'était une vidéo du coup d'un grand enfant, mais qui parle à sa mère et qui dit mais non, mais ça tu comprends pas, c'est de l'IA et tout. Et c'est littéralement des gamins qui défilent genre avec des costumes de tacos, d'hamburgers, etc. Et tu vois que genre il y a des problèmes sur les mains qui se passent, etc. Et il est en mode mais non, mais tu comprends pas là, c'est de l'IA et c'est l'IA n'importe quoi.
Et la personne en face, du coup, la mère, qui dit bah non, regarde, c'est trop mignon. Oui. Enfin, un défilé et tout. Et ce type de slope, clairement, le but, c'est de tromper. Hein. Bien sûr. Tu ne te rends pas forcément compte, c'est de l'IA. Donc, tout ça, Shrimp Jesus, la pizza avec de la colle, c'est du slope. Et en fait, ça sera assez facile pour moi de finir cette chronique-là. Hein. Le slope, c'est de la merde. C'est un peu court quand même. Ça pollue le web, basta. Voilà, j'ai fait mon taf. Sauf que le problème est un petit peu plus compliqué que ça. Moi, en fait, quand j'ai commencé mes recherches sur le slope, je me suis posé plein de questions. Déjà, qu'est-ce que le slope ? Comment est-ce qu'on le définit ? Pourquoi est-ce qu'il existe ? Qui le produit ? Et est-ce que c'est vraiment si différent d'un bon vieux problème de spam ? Parce que le spam a toujours existé en ligne. En quoi est-ce que le slope lui donnerait une caractéristique particulière ? Et puis la dernière question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que tout produit d'une IA générative peut être qualifié de slope ? Parce que vous l'avez compris, hein, quand j'ai donné ma définition du slope au début, on parle de contenu jugé de mauvaise qualité. Sauf que qui est juge de cette qualité ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est d'autres personnes, etc. Avant que je continue, je vais faire un petit disclaimer parce que c'est une conversation que j'ai eue plusieurs fois et qui est parfois un petit peu compliquée. Je sais que discuter des IA génératives, c'est difficile. On a globalement deux camps qui s'affrontent en ligne sur ce sujet. D'un côté, le camp MaxiBA qui va rejeter tout type de critiques sur ces produits. Et de l'autre côté, il y a le camp des gens qui sont très critiques sur l'IA générative et qui rejettent même l'idée d'en débattre, d'en discuter ou de réfléchir un peu à ces enjeux. Alors, évidemment, il y a d'excellentes raisons de se méfier des IA génératives, la précarisation de tout un tas de métiers, l'exploitation massive de nos contenus en ligne absolument sans notre consentement, et puis évidemment leur impact écologique. Ouais, et on vous renvoie d'ailleurs à, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous ne l'avez pas encore vu, mais c'était l'épisode 3 de la saison 1, on parlait notamment de la consommation d'eau en fait des data centers qui avait explosé notamment vis-à-vis du déploiement d'énormément d'IA génératives. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est des sujets qui nous importent clairement avec Héloïse. Cela étant dit, on pense aussi que c'est important de discuter de ces sujets un peu plus en profondeur, pas pour vous convaincre que les IA génératives, c'est super, mais parce que ce sont des enjeux complexes et que ils vont pas disparaître juste en fermant les yeux en se disant que c'est de la merde. Et nous, on pense que c'est notre rôle de journaliste d'éclairer ces débats. Donc, pour revenir au slope, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui n'est pas du slope ? Et pour ça, j'ai voulu en parler avec une personne qui utilise concrètement au quotidien ces outils d'IA générative. Je suis donc allée interviewer Albertine Meunier. Alors Albertine Meunier, elle a un profil qui est assez intéressant, c'est une artiste qui travaille sur le numérique mais depuis une vingtaine d'années. Donc elle n'a pas du tout commencé avec les IA, c'est une personne qui a plutôt une approche assez surréaliste. Elle a notamment confondé le mouvement Dada numérique, Dada Data, voilà, parce qu'elle bosse beaucoup avec les données, elle bosse avec les résultats de recherche aussi, etc. Et donc, ces dernières années, elle a pas mal travaillé avec les IA génératives. Par exemple, je vous ai mis en illustration l'un de ses derniers travaux qui s'appelle Hyperchips. Hyperchips, ouais, c'est un peu weird. Hein. En gros, Albertine Meunier, son truc, c'est la répétition. Elle aime bien prendre un prompt et le demander plein de fois à une IA générative pour voir un petit peu à quel point l'IA en fait se dérègle autour de ce prompt assez simple. Donc là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'elle demande Albertine Meunier en train de manger des frites, en anglais, donc chips. Et on se rend compte que l'IA représente des femmes qui ont l'air assez vieilles, mais vieilles d'une manière très caricaturale, que la manière dont elles mangent des frites sont quand même assez, un peu étranges. Ça peut être un peu érotique, ça peut être un peu bizarre, etc. Les IA génératives, elles ont toujours du mal avec la consommation de liquide ou de nourriture. À chaque fois, encore aujourd'hui, tu as des problèmes par rapport à ça. Les gens se goinfrent systématiquement. Ah oui, ouais. Complètement. Donc voilà, les IA génératives. Après, on peut même dire que les IA génératives ont des problèmes avec la nourriture et les femmes globalement. Oui, c'est vrai. C'est deux bonnes manières de les résumer. Donc, j'ai interviewé Albertine Meunier et j'ai commencé par lui demander si la réception de son travail autour des IA génératives était différente de celle avec d'autres outils numériques. Donc oui, c'est vrai que les gens, quand ils voient que c'est de l'IA, déjà, l'image est dépréciée immédiatement. Ouais, c'est comme si on vous dit c'est de l'art numérique, tac, tout de suite, ça perd un cran, quoi. Donc, c'est immédiat. Ça, c'est... Mais après, je dirais justement, c'est comment arriver à surprendre le spectateur ou la personne qui regarde ces images pour qu'elle y voit autre chose, en fait, que effectivement cette inondation. On est inondé, on est tellement inondé de tout qu'à la fin, on regarde pas, on n'écoute pas, on est débordé, quoi. Donc, en tout cas, moi, ce que j'aime bien faire, c'est justement essayer de sensibiliser finalement à d'autres types d'images
qui sont à la fois dada, surréalistes, comment dire, presque confuses. Ouais, c'est intéressant tout ça. Donc, quelle que soit votre opinion des IA génératives, on peut peut-être s'entendre sur un truc, c'est que tout ce qui sort de Midjourney ou de DALL-E n'est pas forcément Shrimp Jesus. Voilà. Le travail d'Albertine Meunier, il a une intention. Voilà, il s'intéresse aux erreurs des IA, à la limite de ces outils. Et puis, d'autres approches sont possibles. Un truc que je voulais citer, c'était le travail de l'artiste français Someboy Vrai Nom, que vous connaissez peut-être pour sa chaîne YouTube Histoire Crépue. Voilà, c'est une personne qui travaille beaucoup donc sur l'histoire coloniale française. Et lui, il utilise depuis quelques années des IA génératives pour créer ce qu'il appelle des images qui nous manquent. Concrètement, il se sert de DALL-E ou de Midjourney pour créer de l'histoire contrefactuelle, je reprends ces termes, c'est-à-dire des images qui luttent contre les représentations coloniales. Par exemple, voilà, là vous en avez un exemple à l'écran, il a essayé de faire en sorte que Midjourney représente une indépendantiste noire en train de mettre un coup de poing à un colon blanc. Et en fait, il a beaucoup galéré à produire cette image, et donc du coup, son travail a démontré que cette imagerie coloniale qu'on nous apprend en France et dans les pays occidentaux en général, imprègne complètement aussi ces outils. Bon, cela étant dit, ces images, celles d'Albertine Meunier, celles de Someboy, ça reste de l'IA générative. Et ça se voit d'ailleurs, parce que elles ont quand même une esthétique assez similaire. C'est absurde, c'est imparfait, ça brille aussi. Il y a ce côté très brillant qu'on voit souvent dans les IA génératives. Du coup, j'ai demandé à Albertine Meunier ce qui, selon elle, différenciait son travail de celui d'une personne qui s'amuse à inonder Facebook d'images autogénérées. Ça dépend de l'intention. Si l'intention, c'est toujours pareil, si l'intention est artistique, un artiste qui produit des milliers d'images du même genre va vouloir dire quelque chose. Si c'est juste pour le faire, moi je dirais que c'est pas très compliqué, c'est plus de la perturbation, du bruit, ça dépend de l'intention qui est derrière. Si c'est effectivement de noyer et de faire du bruit, l'IA c'est l'industrialisation des images, donc c'est vraiment pas compliqué. C'est comme fabriquer des saucisses en série, quoi. C'est pareil, c'est pas difficile. Une fois qu'on est parti avec son usine, donc c'est vrai que y a tous ces travers de l'industrie de la production. On est dans un rythme infernal, quoi. Donc c'est vrai que ça crée du coup un rapport assez particulier à tout ça. Alors moi j'ai bien aimé cette image de l'usine à saucisses parce que déjà c'est rigolo, et deux, ce qui caractérise le plus le slop, c'est son côté industriel. Il est produit en masse et souvent pour des raisons économiques. Il y a eu pas mal d'enquêtes qui ont été faites par différents journalistes sur pourquoi on avait un problème de slop sur Facebook notamment, et l'une des raisons c'est que le slop provient d'une industrie qui est plutôt ancrée en fait dans des pays en voie de développement, au Vietnam, au Kenya, en Inde, aux Philippines, et en fait ce sont des personnes qui vont produire des images de mauvaise qualité ou un petit peu absurde sur des IA génératives pour recevoir une rémunération sur Facebook grâce à son programme de rémunération des contenus viraux. Donc ça, c'est pas nouveau en fait, ce truc de poster des images en masse pour voir ce qui va marcher et ce qui va être récompensé. Ça a toujours existé. Avant, c'était des mèmes, c'était des vidéos par exemple. Sauf que maintenant, c'est du slop. Ouais, et puis pour gagner sa vie en ligne, soit faut être extrêmement connu, soit faut publier mais tout le temps. Ouais, complètement. Et cette logique, elle s'applique à quasiment toutes les plateformes, parce que là j'ai beaucoup parlé de Facebook, mais c'est comme ça qu'on se retrouve avec par exemple sur Spotify. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Sur Spotify maintenant il y a des groupes qui imitent les noms de vrais groupes pour sortir des chansons qui sont en fait des chansons pas vraiment écoutables. C'est des trucs produits par IA. Et le but c'est d'arriver dans nos playlists automatisées. Si vous écoutez beaucoup, par exemple, moi j'écoute un groupe qui s'appelle Chai, qui est un groupe japonais, et qui n'existe plus d'ailleurs, qui a annoncé sa séparation il y a quelques mois. Et j'ai encore des chansons de Chai qui pop dans mes playlists automatiques, mais qui sont pas de Chai en fait. C'est juste des... Il y a dans D&D, il y a de plus en plus aussi de propositions de bundles comme ça d'objets ou surtout de cartes en fait qui ont été. Il y a quelques cartes qui sont de qualité et puis après il y en a beaucoup qui sont créées par IA en fait. J'ai vu un bundle de 150 000 cartes. C'est effarant. Ouais, non, c'est hallucinant. Et donc ça, voilà, on retrouve ça Donjons et Dragons, Spotify. Je peux citer évidemment Twitter X, où c'est le paradis des bots qui vont réagir au moindre contenu vaguement viral. Et puis un autre exemple, alors un peu rigolo et un peu flippant, sur Amazon, vous pouvez acheter des e-books produits par IA pour vous apprendre à cueillir des champignons. Sauf que ne les achetez pas parce que il pourrait peut-être vous conseiller en fait les mauvais champignons et potentiellement vous pourriez finir
empoisonnés à cause de ces mauvais conseils. Donc, outre l'intoxication alimentaire, voire pire, le risque principal du slop, en fait, c'est la noyade. C'est ce que tu dis, Héloïse, ce côté, voilà, produire 150 000 cartes, enfin, occuper l'espace, en fait. Et le truc, c'est que c'est un problème qui touche tous les coins du web. On a des problèmes de slop sur Wikipédia, dans les publications scientifiques, dans les médias. C'est un vrai problème maintenant dans le cheminement de l'information. Quand on tape une actualité sur Google, vous avez de fortes chances pour tomber sur des faux sites qui vont même pas pomper les contenus. En fait, ils font leur propre contenu, mais qui sont autogénérés. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a beaucoup qui portent sur l'IA, justement. Ouais, d'articles comme ça. Donc, très méta comme... Ouais. Tout à fait. Et puis, alors ça, c'est des exemples qui vont toucher des plateformes assez conséquentes ou des endroits assez gros, mais ça peut aussi toucher des petites structures. Il y a un exemple qui a pas mal tourné et que je trouve assez intéressant. En 2023, un magazine américain de SF qui s'appelle Clark's World, a dû suspendre la réception de nouvelles. Voilà, c'était un magazine qui proposait de publier des nouvelles de différents auteurs, et ils ont dû suspendre en fait cet appel à contribution parce que ils avaient été inondés par des propositions très clairement faites par IA générative. Pourquoi le magazine proposait quelques centaines de dollars de rétribution pour les nouvelles, et que du coup des gens ayant repéré ça ont essayé de forcer le truc avec des IA génératives pour toucher l'argent. C'est arrivé très récemment avec une toute petite maison d'édition d'imaginaire en France. Ouais. Ah ouais. Ouais, avec un comité éditorial bénévole, etc. C'est une copine qui m'en a parlé de mon groupe d'écriture, où en fait elles ont reçu, elles n'ont pas été inondées, mais elles ont reçu des textes où elles se sont dit c'est bizarre quand même. Et il y en avait quand même plusieurs dans les soumissions qui étaient générées par IA, et il avait fallu plusieurs personnes pour les repérer quand même. Parce que c'est pas des personnes qui sont pas encore formées à ça, quoi. Il y a certaines tournures de phrases que tu peux repérer, mais il faut savoir juste en fait aussi. Mais du coup, tu fais comment justement pour lutter contre le slop ? C'est la question qui se pose. Et moi, assez naïvement, j'avoue, peut-être que j'ai un peu trop d'ego sur ce sujet. Moi, je suis encore persuadée que je sais distinguer les contenus produits par IA. L'esthétique des images produites par IA, j'ai l'impression d'être encore capable à peu près de les repérer. Et même dans l'écriture, moi, je trouve qu'un texte produit par ChatGPT, par exemple, ça se voit. ChatGPT, il a tendance à avoir un style assez plat, assez prévisible. Ouais. Et puis souvent, il va citer ses sources en début de phrase, par exemple. C'est vrai. Ouais, ça c'est une information que j'ai lue dans un article du Média 404 Média dont j'ai déjà parlé sur ce plateau, qui expliquait comment en fait les éditeurs sur Wikipédia justement cherchent et essayent de trouver les éléments qui ont été créés par l'IA et tout, et c'est hyper intéressant à aller le lire encore une fois. Si vous ne l'avez pas encore fait, en fait. Du coup, moi, j'ai pris mon très gros ego et je suis allée voir une personne qui s'y connaissait mieux que moi. Je suis allée en parler avec Mathieu Dubois. Alors, Mathieu Dubois, il est doctorant-chercheur à la Sorbonne et il prépare justement une thèse sur comment mieux détecter des textes générés par ordinateur. Donc, on a beaucoup parlé des capacités des LLM, donc les grands modèles de langage qui sont au cœur de ces outils utilisés pour générer du texte. Donc, on parle de texte brut, ça peut être aussi des bots, des agents conversationnels, etc. Et au départ, Mathieu, il m'a un peu rassuré. Oui, effectivement, les IA ont pour le moment un style distinctif. En fait, c'est pas les LLM ont un style, c'est les versions chat. Donc en fait entre un modèle de langue qui va juste sortir des probabilités sur des textes et le chat GPT que vous avez en face de vous qui est je lui pose une question, il répond, il y a une étape supplémentaire, voire plus, qu'on appelle RLHF, donc Reinforcement Learning Human Feedback. Et donc, parce qu'en fait, un modèle de langue, fondamentalement, vous lui donnez 2 mots et il va continuer la phrase. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut quand on pose une question à ChatGPT. Si j'oublie mon point d'interrogation, je ne veux pas qu'il continue ma phrase, je veux qu'il réponde à ma question quand même. Et donc, il y a toute une étape qui est lisser le modèle et lui apprendre à modifier ses distributions de probabilités pour répondre aux questions. Et ça, c'est une étape qui est cruciale pour les modèles de chat. Et en fait, qui va formater en quelque sorte ses réponses. Parce que, comment ça marche, c'est déjà on lui force, on lui apprend qu'il faut répondre aux questions et non pas les continuer. Et ensuite on lui fait générer plein de réponses et puis on choisit notre préférée, entre guillemets. Et donc, dans cette étape-là, donc tous les modèles chat sont pareils, c'est-à-dire que ChatGPT, il n'est pas fait pour vous insulter, il n'est pas fait pour être méchant, il est fait pour être toujours d'accord avec vous, et ainsi de suite, parce qu'on l'a forcé, en fait, à parler comme ça. Alors que le LLM de base, qui se cache derrière, qui est GPT-4 ou 3, enfin selon la version que vous utilisez, ne fait pas ça.
Alors, ce que m'expliquait Mathieu, c'est que ce qui nous différencie des machines, nous, personnes humaines, c'est qu'on s'exprime d'une manière imprévisible, donc plus variée. Il m'a donné un exemple assez simple à comprendre. Si vous demandez à une machine de compléter la phrase « Barack Obama est », il y a de fortes chances pour que la machine réponde « Barack Obama est l'ancien président des États-Unis ». Sauf qu'en vérité, il y a plein d'autres manières de compléter cette phrase. Barack Obama est un homme afro-américain, Barack Obama est le père de Malia Obama, etc., etc. Et c'est ce côté imprévisible que les machines ont, pour le moment, un petit peu du mal à capter, d'où le fait qu'on puisse encore les détecter. Le truc, c'est que c'est de moins en moins vrai. Les modèles de langage sont en train de s'améliorer, et même si les travaux de Mathieu visent à améliorer cette détection, il pense lui-même qu'un jour, ça sera plus possible de les détecter facilement. Et c'est vrai aussi pour les images et les vidéos, parce que là, voilà, je vous ai parlé de ces petites astuces qu'on pouvait avoir pour repérer des images en IA. Voilà, alors c'est le truc classique des mains à 6 doigts, les dents aussi. Les IA ont un peu de mal avec le concept des dents dans la bouche, les yeux. Il y en a beaucoup souvent. Il y en a beaucoup trop souvent. Voilà, souvent il y a trop de dents, etc. Sauf que toutes ces erreurs, elles sont vouées à disparaître. Et d'ailleurs, quand on regarde les capacités d'un GPT aujourd'hui par rapport à il y a 2 ans, ça n'a rien à voir. Donc, je sais pas vous, moi ça me fait flipper. Moi, clairement, ça me met pas super à l'aise. Le truc, c'est que c'est pas le cas de tout le monde. Réfléchir à l'IA, c'est accepter qu'il y a beaucoup de personnes qui sont super à l'aise avec le mensonge. Et ça, c'est la dernière. C'est vrai. C'est la dernière raison d'être du slop, c'est que il existe parce que ça nous plaît, on en demande. On va partager une fausse image, même si on se doute qu'elle est fausse, parce que ça va confirmer nos valeurs, nous provoquer une émotion qu'on a envie de ressentir, l'indignation, le rire, etc., etc. Et donc c'est pour ça que le slop est très populaire dans les campagnes de désinformation et aussi dans les milieux d'extrême droite, qui a évidemment sauté la tête la première dans le slop et les IA génératives pour produire des fausses images illustrant leurs propos racistes, xénophobes, anti-immigration, etc. À ce sujet, je vous conseille cet article du Monde paru en juillet 2024 qui s'appelle « Comment l'extrême droite a utilisé l'IA pour faire la campagne des législatives ?» Parce que cet article, il explique très bien que l'aspect factice de ces images ne gêne pas du tout les personnes qui les partagent. Parfois, c'est même complètement assumé. Tu leur dis « mais non, c'est faux », ils disent « oui, je sais, il n'y a pas de souci ». Je cite par exemple Samuel Lafont, directeur de la stratégie numérique du parti d'extrême droite Reconquête, qui est interviewé dans cet article. Il dit « ce n'est pas parce que ces gens ne voient pas toute la France que ces choses n'existent pas ». C'est le même rapport qu'aux fake news, où de toute manière, tant que ça va aussi entraîner une émotion qui va être forte, et après, même si tu leur dis que c'est faux, de toute manière, l'émotion a été si forte que si tu arrives avec des arguments, etc., ça va juste pas fonctionner. Complètement. Et ça, je trouve, c'est le plus dur en fait avec le slop, c'est que, ok, c'est un phénomène qui est économique, qui est technique, mais c'est aussi un phénomène qui est super humain. Il n'y a pas vraiment de recette magique pour lutter contre, parce qu'en fait, il existe autant de types de slop que de contextes dans lesquels il va être produit, partagé et reçu. Et quand j'en parlais avec Mathieu Dubois, lui, il me disait que, en fait, le problème du slop, c'est pas tant l'existence des modèles génératifs, c'est plutôt leur fonctionnement actuel. Et moi, je pense que c'est pas intéressant, enfin, c'est pas intéressant pour tout le monde, en fait, d'avoir un modèle qui est très fort partout, mais qui est extrêmement fort nulle part. Moi, GPT est très très fort actuellement, c'est impressionnant d'ailleurs, mais en fait, avec un modèle beaucoup plus petit, beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins gourmand en énergie, si vous l'entraînez que sur des maths, il va être meilleur en maths que ChatGPT. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus sain, enfin, ce serait beaucoup plus sain d'avoir, j'en sais rien, moi, 10 petits modèles qui font à eux tous pas du tout la taille de ChatGPT, mais 10 petits modèles qui font chacun ce que vous voulez qu'ils fassent. On entraîne plusieurs modèles plus petits, chacun sur un sous-ensemble de données différents. Et ensuite, au moment où on pose la question, on se débrouille pour choisir le modèle qui aura la meilleure réponse. Voilà. Et moi, je pense que tout le monde, bientôt, n'importe qui avec un ordinateur un peu puissant pour entraîner un modèle sur ce qu'il veut faire, et on n'aura pas particulièrement besoin de demander à chaque fois la réponse à ChatGPT, mais plutôt de demander à tiens, j'ai entraîné un truc sur telle donnée, est-ce que je pose pas les questions, et ce genre de choses. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple parce que ChatGPT, comme j'ai dit, il est formaté, il est lissé, il a une façon de répondre qui est la sienne, il a une façon de dire les choses qui est la sienne, il a une vision de l'histoire qui est la sienne aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Mais quand on apprend l'histoire aux États-Unis, quand on apprend l'histoire en Europe, on n'apprend pas forcément les mêmes choses. Quand on apprend l'histoire en Chine et quand on apprend l'histoire en Europe, on n'apprend pas forcément les mêmes choses. Et donc, les gens qui l'ont lissé ont forcément, même sans le vouloir, influencé le modèle. Et je pense que
Et je pense que c'est plus sain, entre guillemets, enfin mieux pour nous, en fait, de se faire notre propre opinion, comme tout le monde. Donc, d'utiliser des modèles un peu différents. Alors, c'est intéressant ce que dit Mathieu. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a intéressé. Le problème, c'est que ça va complètement à l'encontre du fonctionnement du web commercial actuel. Parce que le web tel qu'on le connaît, il est déjà, très commercialisé, et 2, centré autour de quelques immenses plateformes. C'est vrai pour le web social, c'est vrai aussi pour la production des IA, qui sont centrées autour de boîtes comme OpenAI et compagnie. Et le truc, c'est que ces entreprises, elles n'ont pas intérêt à sévir. Alors oui, elles vont modérer à la marge. Dès qu'il y aura un cas vraiment trop extrême, ou un cas qui va être très médiatisé, ça sera supprimé assez rapidement. Mais in fine, déjà, ces boîtes, elles investissent dans ces outils elles-mêmes, donc elles ont intérêt à ce que ces outils soient utilisés. Et 2, les contenus de Slop sont des contenus qui sont consultés, qui sont vus par les gens, qui sont consultés, appréciés, vous pouvez utiliser tous les verbes que vous voulez. Et donc, in fine, ça participe à leur modèle économique. Le Slop, c'est la conséquence d'une société qui privilégie les gros chiffres et la consommation passive, pourvu qu'il y ait de l'argent à la clé. Et il sera toujours plus facile de nettoyer une piscine encrassée qu'une mer pleine de goudron. Merci beaucoup, Lucie. C'était super intéressant. Merci. Merci. Et du coup, on va juste passer directement au mode lent, le moment où on va débattre d'un petit sujet en rapport avec la capture d'écran. Et Pauline, on voulait te parler d'une information que tu avais publiée justement dans ton infolettre, où tu avais pu nous parler d'une expérience que tu avais menée. Est-ce que tu peux revenir du coup aux origines de cette expérience et expliquer un peu quelle était ta démarche ? Oui, donc au tout début, il y a le NaNoWriMo, qui est un challenge d'écriture, le National Novel Writing Month, auquel je participe depuis 12 ans. Et qui encourage les gens qui ont envie à essayer d'écrire un roman en un mois, au mois de novembre. Il y a une énorme communauté mondiale maintenant, et donc le but c'est d'écrire son roman et à la fin on gagne rien et on est content. Et c'est super. Et cette année, pour la première fois, un des sponsors, donc c'est une énorme association mondiale on peut être un prof dans une école et commander un kit et on le reçoit gratuitement, par exemple. Donc, ça a besoin d'argent derrière. Et cette année, un des sponsors, c'est un logiciel d'écriture par assistance d'intelligence artificielle qui s'appelle ProWriting Aid, que je connaissais pas du tout avant. Et donc, les quartiers généraux de l'association publient un article pour dire que ils ne vont pas condamner l'utilisation de l'intelligence artificielle pendant le challenge, en sachant qu'en vrai, on s'en fiche. Depuis le début, on sait qu'on peut écrire 50 000 fois bonjour, et puis voilà. Il faut le préciser, il n'y a pas de jury. Il n'y a pas de jury, personne ne va lire ce qu'on a écrit, on peut complètement mentir. C'est un défi avec soi-même, quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment un challenge qu'on se donne à soi-même et qu'on vit en communauté. Et donc cette année, ils ont publié un article pour dire on ne condamne pas l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment parce que ce serait classiste et validiste de le faire. Tollé général dans la communauté des écrivains et des écrivaines, parce que très étrange comme point de vue de dire que utiliser de l'intelligence artificielle pour créer et pour écrire, c'est à la fois classiste et validiste, c'est un petit peu violent. Et les mots sont forts, ouais. Les mots sont forts et la justification n'était pas très très claire. Et en fait, en creusant donc du coup 3 secondes et demie, on comprend que c'est parce qu'ils notamment ils sont sponsorisés par un logiciel qui utilise de l'intelligence artificielle pour participer au processus d'édition, mais aussi de création du texte. Et donc ça m'a rendue furieuse. D'une manière un peu épidermique et pas très rationnelle. Et je me suis dit que j'ai beaucoup discuté avec plein de copains, écrivains, artistes, non-artistes, etc. Et je me suis dit, je vais télécharger le logiciel, je vais écrire un court texte et je vais le donner au logiciel pour qu'il me donne son avis et qu'il m'aide à l'améliorer, à l'éditer, à le compléter aussi, puisque j'avais vu qu'il y avait un module de génération, voilà. Et je vais faire la même chose, mais en fait avec mon groupe, ma communauté d'écrivains et d'écrivaines, les personnes que j'ai rencontrées, certaines par le biais de ce challenge justement, et elles vont me donner leur avis sur le texte, et je vais faire 2 éditions différentes. Et à la base, je voulais même qu'une tierce personne lise les 2 copies anonymisées et me dise laquelle était la mieux de son point de vue.
spoiler alert, je suis pas allée jusqu'au bout de l'expérience. Ton but, idéalement, ton but, idéalement, c'était de démontrer que le texte écrit par IA était moins apprécié des gens que celui c'est ça. Écrit et corrigé par des personnes humaines. Évidemment, je voulais que ça me conforte dans mon idée, on va pas se mentir, mais que c'est ça, que déjà voir comment ça fonctionnait, bien sûr, et ensuite, je voulais prouver qu'un logiciel, aussi intelligent qu'il soit, ne peut pas faire un meilleur travail que les humains et les humains entre eux aussi. Parce que ce que je trouvais étrange avec ce truc du NaNoWriMo, c'était de dire vous pouvez tout faire tout seul, alors qu'à la base, c'est une expérience communautaire. Mais en plus, moi, j'ai utilisé une fois du coup un logiciel justement d'IA pour essayer d'améliorer un texte, mais c'était dans une intention un peu particulière. C'était à l'école de journalisme, on voulait nous apprendre à comment bien répondre aux règles pour être plus mis en avant, mieux référencé sur Internet, etc. Et donc, c'était des conseils comme faire des phrases plus courtes, combien de fois tu as ce mot-clé dans ton texte, etc. C'était des conseils-là qui avaient un rôle qui était pertinent dans l'optique de vouloir être mieux référencé. Là, du coup, c'est un outil pour mieux écrire. Enfin, c'est... ça se vend comme ça. Ouais. Mais en réalité, quand on utilise l'outil, on voit très rapidement que c'est pour écrire un texte qui ressemble le plus à tous les autres textes publiés disponibles en ligne, qui peuvent être donnés à la machine pour... Mais, pardon, désolée, mais parce que quand tu prends des IA génératives d'images, par exemple, comme Midjourney, etc., tu peux donner des styles particuliers, dire dans le style de, je sais pas, n'importe quel illustrateur, n'importe quelle œuvre visuelle. Là, c'était pas du tout le cas, c'était genre le style et puis c'est tout. Non, tu peux choisir quel genre de texte en fait t'es en train d'écrire. Est-ce que c'est plutôt du stand-up? Donc moi j'ai pas essayé ces modes-là, mais apparemment ça peut écrire tes blagues. Mais bon, moi je me suis concentrée sur l'aspect fiction, mais t'as non-fiction, t'as l'humour. En fait, c'est plus des formats. Voilà, une question de ton aussi. Ok, d'accord. Voilà. Et donc finalement de style. Mais moi, dans ce que j'ai essayé le module fiction et le module non-fiction, parce que c'est les deux genres que j'écris. En fait, on arrive quand même à peu près au même résultat, qui est quelque chose de très très lisse. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que le logiciel dit X% des textes publiés contiennent autant de sticky words, de prépositions, de machin. Et donc, en fait, le but, c'est de ressembler au maximum à ce qui est dans la machine, en fait. Pas d'inventer, de révolutionner la forme ni le genre. Et donc, finalement, cette expérience, tu ne l'as pas menée jusqu'au bout, tu l'as abandonnée. Pourquoi ? J'avais la flemme. En fait, c'était très, très ennuyeux, en fait, comme processus. Moi, clairement, je pourrais pas faire la même chose qu'Albertine Meunier, mais dans mon genre enfin, voilà, dans l'art que j'essaie de maîtriser. En fait, déjà, éditer un texte, c'est vraiment pas ma passion, mais c'est nécessaire pour arriver à quelque chose d'agréable à lire. Mais là, c'était vraiment... cliquer sur des trucs et puis le lire et vraiment il y avait un côté assez déprimant de voir la machine qui prenait mes phrases et qui me disait ce serait mieux si, et de voir ces suggestions que je trouvais beaucoup moins poétiques, beaucoup moins avec moins d'atmosphère, moins de ce qui est mon style à moi, pour arriver à un résultat. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même édité le texte avec le logiciel, parce qu'en fait ça prend pas si longtemps, mais c'est assez déprimant, voilà. Et en fait, je j'avais pas besoin de me prouver qu'avec mes amis, ça serait plus réussi, parce qu'en fait, j'étais déjà arrivée à un résultat hyper intéressant pour moi, qui était que ça me mettait la mort dans l'âme, en fait. Oui. C'était pas du tout ce que j'aime dans l'écriture. On aime ces expériences qui sont rapides comme ça. Et du coup, donc, cette expérience, t'en parles en long et en large dans ta newsletter Un Invincible Essai, que je vous invite vraiment à vous y abonner. Et on a trouvé le truc vachement intéressant de sa newsletter, c'est que fondamentalement, ton expérience et au final même l'association du NaNoWriMo avec un logiciel d'IA, ça pose fondamentalement la question de ça sert à quoi ? Ça sert à quoi d'écrire ? Ça sert à quoi de créer ? Et du coup, ça sert à quoi de créer ? Mais c'est vraiment une excellente question, et je pense qu'à chaque fois qu'on a envie de créer ou qu'on est en train de créer, on se demande pourquoi je fais ça et à quoi ça sert. Et c'est vrai que d'un point de vue hyper global, on peut se dire que l'art, c'est fondamentalement inutile et que ça n'apporte rien. C'est très rare que ce soit rentable. Et en fait, moi, ce que je pense et ce qui me donne envie de créer, c'est que j'adore fabriquer. Et écrire, on a l'impression que c'est juste taper sur son clavier comme ça. Mais en fait, c'est un processus à la fois intime et en plus communautaire, quand on a la chance d'avoir des gens avec qui en discuter, qui est hyper intéressant. Ça vient bouger plein de mécanismes et au final, le résultat compte
beaucoup moins, je trouve, que le processus. Un processus qui est souvent long, qui est parfois, comme tout ce qu'on essaie de fabriquer, peut être déprimant, peut être des sources de grande joie et de grande déception. Mais au final, moi, par exemple, j'ai la chance que mes livres soient publiés. Mon moment préféré, c'est pas une fois que le livre est sorti, c'est vraiment tout ce qu'il y a avant. C'est pouvoir travailler sur le texte, essayer de le rendre le plus à mon image et que ce soit moi qui le fasse. Oui, et c'est ce côté que sape en fait l'utilisation potentielle d'un logiciel d'IA. Et ce que je trouve intéressant, moi ce que j'aime beaucoup dans ces exemples du NaNoWriMo, c'est que le nano, il y a deux manières de le voir en fait. Je trouve ce défi, d'un côté, ça ce côté communautaire que tu décris très bien, voilà, c'est des gens qui se retrouvent chaque mois de novembre autour de ce défi, parfois même IRL, parce qu'il y a des rencontres IRL du nano et tout. Et de l'autre, tu as une autre manière de voir le nano qui est, c'est un défi très axé autour de la productivité, dans le sens où écrire, je ne sais pas si notre audience écrire 50 000 mots en un mois, c'est énorme. C'est 50 000 mots, c'est un roman. Je crois que The Great Gatsby, c'est 50 000 mots pile, c'est ça ? Exactement. C'est énorme. Et du coup, il y a un peu ce côté, on a l'impression que le nano privilégie avec ce sponsoring, ce côté de la productivité, presque, t'as raison, de la performance sportive autour de la création, plutôt que le côté communautaire. Totalement. Et en fait, au final, on a été beaucoup à être déçus de ça. Il y a beaucoup d'écrivains très reconnus qui sponsorisent le challenge, qui se sont totalement désolidarisés de ça. Mais c'est vrai qu'en fait, on en avait déjà discuté, le principe même est très américain, très grind culture, très regardez ce que je sais faire. Girl boss de l'écriture. Exactement, genre je vais arrêter de manger, je vais voir personne, je vais pas me laver pendant un mois, mais à la fin j'aurai écrit un roman. Et ce qui peut être un moteur, mais qui ne peut pas être un moteur toute la vie. Genre c'est impossible d'écrire un roman par mois pendant un an. Et puis il y a des gens qui deviennent complètement exaltés et qui disent moi j'ai écrit 150 000 mots et genre, pourquoi faire, enfin, moi ce que j'adore par exemple c'est dormir et là ça devient impossible. Enfin, moi ça m'énervait les gens à l'école qui disaient j'ai fait 3 copies doubles. Mais oui, et toi genre, t'as pas demandé en fait. qui t'a demandé? J'étais ce genre d'élève à l'école, je suis désolée. Mais tu vois, t'en es revenu parce que quand on parlait du NaNoWriMo, tu me disais vraiment c'est pas du tout ma manière d'écrire et moi j'en suis revenue aussi, mais c'est vrai que du coup c'est pas si étonnant de voir cette association très américaine se saisir d'un outil pour dire aux gens ça va être difficile, mais vous allez voir, vous allez pouvoir le faire parce qu'on va vous donner un outil qui va accélérer le processus, le raccourcir, le rendre moins difficile. Alors qu'en fait, c'est peut-être la formule qui pose problème dès le départ. C'est de se dire, c'est pas normal parce que c'est vraiment moi, quand on m'a parlé du NaNoWriMo la première fois, c'était genre, tu vas voir, il faut que tu achètes des plats Picard, que tu te lèves à 5h le matin. Et c'est ce que je faisais la première fois que je l'ai fait. Pas la première fois, mais une des premières fois que je l'ai fait. Je me levais, je faisais un miracle. C'est un programme sportif. Et voilà, c'est ça, exactement. Et puis, on te dit, c'est un marathon qui dure un mois, et puis après, voilà, tu te reposes. Mais en fait, c'est pas normal de dire aux gens, il va falloir plus se lever, voir personne, et pas dormir pour pouvoir écrire un roman. Ça n'a aucun sens. Ouais, j'ai vraiment l'impression que les concours de création sont vraiment le lieu pour le coup pour interroger tout ça et pour marquer un peu les esprits. Bon là ça a été fait du côté de l'organisation, ils l'ont pas trop voulu par le sponsor, mais je voulais vous parler vite fait du Sony World Photography Awards de 2023. On a une photo qui est disponible de Boris Eldachsen, désolé, c'est un photographe allemand, c'est celle-ci, et donc qui a été présentée, qui a gagné du coup le prix de la créativité. Et donc Boris Eldachsen, faut que j'arrête de dire le nom, ça va être horrible, a refusé le prix en disant eh ben non, en fait ça a été créé par IA en fait. Et je vous ai bien eu, c'était ça ouais, c'était un peu je vous ai bien eu, en même temps faites attention en fait. Vous savez pas à quel point maintenant c'est quelque chose voilà, il y a eu une trentaine d'itérations sur du coup je crois que c'était Midjourney justement pour arriver à ce résultat, et ensuite évidemment des retouches sur Photoshop, etc. Mais le fait qu'on doive attendre souvent les concours pour être mis face à ce genre de questionnement, ça m'interroge beaucoup aussi sur le fait qu'on s'interroge assez peu finalement sur l'intention derrière la création jusqu'au moment où on arrive à ces moments de performance justement. Mais, puis ce qui est intéressant, c'est que ce que ça pose aussi, c'est la question de la difficulté, dans le sens où contrairement à ce qu'on nous vend, les IA génératives, c'est pas si facile de les utiliser. Les IA génératives, c'est des outils qui font beaucoup d'erreurs, qui ne peuvent pas comprendre ce qu'on a dans la tête. On va être obligé d'utiliser un prompt 15 fois, leur passer sous Photoshop, relire un texte. Enfin, t'as vraiment ce truc de les IA nous transforment en éditeurs en fait, plus qu'en producteurs. Mais il y a du travail. Il y a un travail derrière, mais qui n'est pas du tout le même que le travail que tu peux faire en tant que personne qui va produire de bout en bout. Ouais. Et du coup, voilà, c'est un peu la question, est-ce que
créer, c'est censé être difficile. Et comment est-ce que c'est censé être difficile, quoi? Ouais, en fait, je pense que ce que tu dis là, c'est que, par exemple, dans le cas du texte, ça nous transforme en éditeur, ce qui est un tout autre métier et qui n'est pas un métier si créatif que ça. Donc, on ne peut pas le faire pour le hobby, ce serait trop bizarre. Moi, ma passion, c'est d'éditer. Enfin, bref, c'est possible, hein, mais voilà, personne ne se dit je suis éditeur et ça, c'est mon art. Et en fait, quand on écrit, quand on veut raconter des histoires, notamment, donner toutes ces idées brutes à une machine et ensuite corriger, en fait, ça te transforme même en professeur, qui va souligner et dire ça, je l'aurais mieux dit. En fait, c'est vrai que la difficulté, c'était de mieux le dire et c'est de formuler les phrases et c'est de retravailler son texte. Et moi, je me dis que la création, ça doit être un peu compliqué parce que ça veut dire qu'on est légèrement sorti de l'endroit où on est confortable. J'ai mon amie Nathalie Séjean qui fait beaucoup de programmes créatifs qui dit que on est entre la production et la création, entre l'exécution et la création, il y a une zone d'étirement en fait où quand on fait quelque chose très bien, on peut le faire comme ça. Et pour sortir un petit peu de l'ordinaire, créer quelque chose de nouveau, il faut justement faire ce pas de côté et aller là où on n'est jamais allé. Ce qui ne veut pas dire que l'être humain n'est jamais allé à ce endroit-là, mais nous, en tant qu'individu créateur. Et ça, fondamentalement, quand on réceptionne le résultat d'un prompt ou de ce que m'avait fait ProWriting Aid, on ne peut plus être dans l'étirement parce qu'on est déjà en train de corriger ce qui a déjà été créé sans y avoir mis beaucoup de soi. Ouais. Et puis, je sais pas si tu t'en rappelles, mais on a participé ensemble il y a quelques mois, du coup, à un rendez-vous, consacré aux pigistes. Et il y avait cet atelier, cette présentation, ma foi, sur l'IA. Et il y a eu quelques échanges avec d'autres journalistes sur le fait qu'il y avait certaines qui préparaient du coup les pitchs, donc ce que vous envoyez du coup aux rédactions avant pour leur proposer l'écriture d'un article qui avait été rédigé par une IA. Et c'est vrai que ça a fait beaucoup de débats parce que justement, ce qui va faire l'intérêt de ton sujet, c'est pas le sujet en lui-même la plupart du temps, c'est la manière dont tu vas pouvoir l'aborder. Et si tu demandes à une IA, forcément, elle va te sortir plus ou moins exactement la même chose que ce qu'elle sortirait à 20 autres personnes. Ouais, et puis ce qui est inquiétant aussi dans ce sujet, c'est à quel point, parce que les IA, il faut le rappeler, les IA, c'est pas magique, c'est entraîné sur des tonnes de travail humain et c'est corrigé par des tonnes de travail humain. Donc en fait, ça pompe ce que les humains ont déjà fait et ça le régurgite en termes statistiques. Et moi, c'est la question que je me pose, c'est à quel point ça peut aplanir en fait le style d'écriture, d'image. Et moi, il y a des exemples qui me frappent à chaque fois, c'est que je trouve qu'on est assez pro maintenant, sur les réseaux sociaux par exemple, à accuser une image d'être faite par IA alors qu'on n'est pas sûr. Et parfois, c'est pas du tout le cas. Parfois, c'est juste des personnes qui ont un style qui se rapproche du style des IA. Et des fois, il y a c'était un style qui était... il y en a, c'est parce que c'est devenu un peu à la mode. Et d'autres qui avaient ce style-là, mais avant qu'il y ait justement les IA qui se développent, etc. Et ça, c'est assez tragique, en fait, de voir du coup des artistes qui se font accuser, alors que pour le coup... c'est particulièrement vrai dans le domaine de la fantasy, par exemple, parce que les premières IA génératives type Midjourney et DALL-E avaient beaucoup été entraînées sur DeviantArt, notamment. Et DeviantArt, qui, alors maintenant, malheureusement, c'est un peu plus... C'est l'ombre de ce que ça a été, mais c'est une communauté où il y a beaucoup de gens qui font de l'illustration fantasy, etc., avec un style assez particulier, qu'on retrouve beaucoup dans Donjons et Dragons, ce genre de communauté. Et on se retrouve face à des artistes qui ont toujours dessiné comme ça, c'est leur style, et maintenant, leur style ressemble au style des IA. Parce que les IA ont pris ce style. Ouais. Et ce qui est compliqué, en fait, comme sujet à poser, parce que c'est pas de leur faute. On s'est inspiré sans leur consentement la plupart du temps de leur style. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Est-ce que ça veut dire que leur style est maintenant déprécié ? Est-ce qu'il est moins bien vu ? C'est une vaste question, quand même. Ouais. Et moi, je me demande aussi si le style, et combien de temps, si et quand, le style IA, ce qu'on rapporte au style IA, va évoluer ou pas. Si la base de données qui a été chopée à la base est tellement massive que même au bout d'un certain nombre d'années, on n'aura toujours pas réussi à implémenter suffisamment d'autres styles pour avancer, ou si justement il va tellement se nourrir aussi de nouvelles images générées par l'IA à partir de la base de données qu'on est enfermé de toute manière dans ce style-là jusqu'à la fin de l'éternité du monde. Moi, j'ai une dernière question pour conclure ce mode lent. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont agréablement surprise dans ton expérience? Quelque chose, tu vois, où j'imagine t'avais l'air d'avoir un point de vue assez négatif sur l'outil. Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, en fait, c'était pas si mal? Oui, j'ai été vachement surprise par le côté intelligence analytique, en fait. Donc, le logiciel propose
d'analyser le texte qu'on lui donne et d'en faire ressortir les points forts, les points faibles, de donner des conseils d'amélioration. Dans la version gratuite que j'ai essayée, mon texte était très court, donc là c'était assez sommaire, mais déjà c'était... j'ai été assez surprise de la qualité, même juste stylistique de l'analyse, et j'étais globalement assez d'accord avec ce qui était dit, tout en sachant que j'avais pas d'intention, moi, avec le texte que j'ai donné. Je voulais pas... J'avais pas de public cible en tête, j'avais pas de... c'est un texte pour rien, donc... peut-être qu'avec quelque chose de plus spécifique, de plus long, avec plus de moi dedans finalement, je serais pas forcément d'accord. Mais c'est vrai que, il me disait qu'il faudrait peut-être donner un peu plus de profondeur au personnage, etc. Et c'était en soi pas forcément crétin. Par contre, c'est vrai que dès qu'on partait sur l'analyse stylistique purement, donc là c'était plutôt sur à des points de vue globaux, mais dès que c'était sur le style, tous les conseils qu'il me donnait redonnaient des résultats hyper plat, quoi, vraiment avec très peu d'âme, ce qui au final est assez logique. Oui. Super, je crois qu'on a fait le tour de ce mode-là. Je précise juste, avant de clore ce chapitre, que toutes les sources que j'ai citées pendant ma chronique sont à retrouver en description de la vidéo YouTube et en podcast. Voilà, j'ai cité beaucoup de choses, donc des articles et aussi un article scientifique qu'a coécrit Mathieu Dubois. Voilà, si vous avez des compétences en informatique et que ça vous intéresse de creuser, tout est disponible sur YouTube et en podcast. Et c'est déjà l'heure du même Explique-moi. Mais oui. C'est parti. C'est donc l'heure du même Explique-moi. Alors, catégorie phare d'Internet Exploreuse, on peut le dire. Catégorie star. Catégorie star. Oh. Une star pour des stars. Mais avec un petit twist, c'est que pour cette seconde saison, on vous a proposé de nous proposer des mèmes à m'expliquer. Déjà parce que c'est bon, là, on en avait assez proposé la saison dernière, et puis parce que ça nous intéresse aussi de voir ce qui vous intrigue, vous fait marrer. Nous mettre un petit défi d'archéologie des mèmes. Voilà. Donc je le rappelle, avant de commencer cette chronique, vous avez trois manières de nous contacter. La première, c'est par mail, internetexploreuse au pluriel @gmail.com. La seconde, c'est sur Instagram. On a un compte Instagram qui s'appelle internetexploreuse au pluriel. Je m'excuse d'ailleurs parce que j'ai merdé. J'ai oublié de regarder les DM Instagram ce mois-ci et j'en suis vraiment, vraiment profondément désolée. J'ai mal réglé mes notifications. J'étais en mode, on n'a pas tant de propositions que ça. En fait, on n'a pas regardé. Je suis désolée. Et le troisième moyen, c'est par les commentaires YouTube. Voilà, vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur YouTube quand cette vidéo sera publiée. Et si ce mème nous plaît, nous intrigue, si on a des trucs à dire dessus, on le choisira. Et justement, le premier mème que tu vas nous expliquer est un mème qui nous a été envoyé par Kaisan0, donc qui est l'un de nos auditeurs. Et c'est Get Down. Et Get Down, c'est quoi? Sylvain, est-ce que tu peux envoyer la vidéo mais sans le son, s'il te plaît? Voilà. Est-ce que tu chantes? Get down. Na 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 na. Voilà, c'est ça, Get Down. Get Down, du coup, écrit en anglais, comme vous connaissez Get Down, quoi. Ou G-E-2-D-A-N dans la manière dont c'est prononcé, du coup, et écrit en japonais. C'est une tendance, même, qui apparaît aux alentours de 2007 sur la plateforme Nico Nico, que vous connaissez peut-être. Elle est connue pour... c'est une plateforme de vidéo, comme YouTube, mais elle est connue parce qu'il y a les commentaires qui s'affichent sur l'écran. Maintenant, Twitch le fait, etc. Mais Nico, c'était les premiers à le faire. Get Down, ça va donc être des personnes qui vont danser sur une chanson spécifique, sur le titre de J-Pop Promise de Komi Hirose. Qui est un méga banger. Qui est un méga banger. Tout à fait. Mettez en pause cette vidéo. Nous, on n'a pas le droit de la passer maintenant parce que on va se faire strike. Parce que les droits d'auteur sur Internet sont ce qu'ils sont. Il y a une sacrée chasse justement à cette musique sur YouTube et Nico Nico depuis environ 2010. Donc, je vous laisserai apprécier de votre côté. Mais voilà, on va taper une série de pauses assez acrobatiques, comme vous pouvez le voir du coup pour les personnes qui nous regardent, et les monter ensuite en rythme comme ça. J'ai évoqué 2007. Si vous m'avez su, vous l'avez en tête. Mais si on veut vraiment remonter aux prémices du mème, il faut remonter en 97. Une fois n'est pas coutume, encore une fois, c'est un mème qui tire ses vraies origines du... jeux vidéo. Boum, boum, boum. Pas les jeux vidéo. On n'aime pas ça ici. Mais
Du calme quand même. Et plus particulièrement à la Nintendo 64. Regardez-moi, je suis super vieux jeu. Je vous apprends rien à l'époque. Je suis 3 quarantenaires en une femme. Sylvain n'est pas content. Et donc, on te vole ton travail. Ouais, et tu vas faire quoi? Non, il va couper le stream. Oh non. Donc, je vous apprends rien si je vous dis qu'à l'époque, il n'y a pas de jeu dématérialisé. On n'est même pas sur les CD-ROM, on est sur la bonne vieille cartouche. Et qui dit cartouche dit... Pleine de poussière. Bah non, il faut souffler. Il faut souffler? Il faut pas souffler? Il faut pas souffler. Il faut pas souffler. Mets ta salive dans la cartouche. Oh non. Mais donc, qui dit cartouche dit manipulation possible et dit aussi peut-être bug ou crash. Et ça, à l'époque, on s'en rend bien compte grâce à une manipulation subtile. On devait soulever du coup le côté gauche de la cartouche très légèrement, très doucement, et on pouvait obtenir des bugs assez inattendus comme dans Super Mario 64. Donc vous avez ce Mario plaqué au sol et on n'a pas le son, mais c'est une musique stridente et insupportable qui passait à ce moment-là. Tu veux que je la chante? Vous l'entendez, faut pas le mettre trop fort parce que sinon vous allez péter un câble. Donc l'origine du même Get Down, lui, nous vient tout droit d'une même manipulation sur Nintendo 64, mais sur GoldenEye. GoldenEye 007, un jeu de tir inspiré du film de James Bond du même titre. Alors désolé pour la qualité de la vidéo, c'est hyper compliqué de retrouver du coup ces moments-là. Mais voilà, en soulevant la cartouche, on avait, en s'approchant des gardes, on avait ce genre de truc où les personnages commencent à se contorsionner dans tous les sens en faisant des poses absolument incroyable. Ceux qui tombent, c'est le mes préférés. Oui. Non, mais tu vas aussi avoir un avion qui va se livrer à l'exercice. Donc, on est sur... Transformers, c'est ça. C'est l'avion qui fait Get Down. Oh non. Voilà, vous avez l'avion à l'écran, là. Et donc, on va appeler ce bug les spinning guards. Donc voilà, une vidéo de ce bug va être publiée donc des années plus tard en 2007 parce que voilà, il y a les plateformes de vidéos qui se développent à ce moment-là. Donc on récupère tout ce qu'on avait pu avoir comme blague trop marrante et on les fout sur Internet. Et 15 jours plus tard, très exactement 15 jours plus tard, il y a une personne qui va reprendre cette vidéo du bug et qui va caler du coup la musique Promise par-dessus. Et après, c'est parti. Donc à l'époque, la vidéo, elle s'appelle 007 GoldenEye Chaos Carnival Get Down, donc le nom d'une même il est donné direct à ce moment-là. Et dans les années qui suivent, les mouvements désarticulés se transforment en chorégraphie qui sera reproduite des centaines et des centaines de fois, à la fois en photo, mais aussi par des illustrateurs particulièrement motivés. Il y a même des personnes qui l'ont fait du coup en stop motion avec juste des feuilles de papier qui vont mettre dans plein de positions différentes. Et c'est un mème à la longévité, mais vraiment étonnante. Mais parce que moi, je l'ai vu sur TikTok. Enfin, alors, je connais ce mème de mon époque d'Internet, des années 2000, mais je l'ai revu sur TikTok il y a genre 3 semaines et ça m'a vachement étonnée. Tout à fait. En fait, quand tu regardes sur YouTube, par exemple, tu vois des itérations de ce même, genre à peu près tous les ans, voire même plus. Du coup, il y a eu notamment des modes. Bon, là, vous pouvez voir Skyrim, mais encore plus récemment, du coup, sur Lethal Company, donc un jeu qui est sorti tout récemment. Et donc voilà, c'était la réponse à Get Down, ça vient du coup de la N64 avec GoldenEye. Je pensais vraiment pas que j'allais atterrir là-dedans en me lançant dans cette recherche, vraiment. C'est fou. Bon, un peu moins dansant, mais tout aussi agité. Tu voulais nous parler de 2 nouvelles célébrités du web. Et il y en a une qui est très attendue par notre audience, je le sais. Mudeng et Pesto. Oui, je voulais mettre aussi un peu la lumière sur Pesto, parce qu'il n'y a pas assez de personnes, je trouve, qui parlent de Pesto. Donc Mudeng, à gauche, c'est cette hippopotame pygmée femelle née le 10 juillet 2024 dans un zoo en Thaïlande. A été baptisée non pas par ses parents, mais par le vote de 20 000 internautes. Voilà, ils ont donc choisi Mudeng, qui veut dire littéralement porc bondissant. Donc voilà, ça vous donne une petite idée aussi de l'attitude. Une attitude vraiment... Moi, je m'identifie à ce surnom. Ah, mais tellement. Je suis un porc sautillant. Donc ça c'est Mudeng qui s'amuse souvent à mordiller du coup ses soigneurs, à montrer juste son caractère, à pas être contente quand on la réveille, à pas vouloir bouger, tout. Mais aussi, voilà. Il cherche. Voilà, il y a du caractère chez Mudeng et c'est notre animal spirituel ici à Origami en règle générale, je pense. Ouais, je dirais, si je peux me permettre que les femmes s'approprient Mudeng particulièrement, parce que je pense qu'on a souvent l'impression d'être un petit hippopotame luisant qui a besoin de hurler. Allez, chez Internet Explorer, c'est parti. C'est chez nous, allez. Et Pesto, lui, c'est un manchot royal né dans un zoo australien, plus particulièrement à Melbourne, le 30 janvier 2024. Il a la particularité d'être extrêmement imposant. Pour vous donner un petit ordre d'idée... Attends, sa mère est à gauche, là. Tout à fait. Quoi ?
Elle est devant lui. À 9 mois, il pesait 21 kilos, tandis que son père, donc qui est un des plus vieux et plus imposants manchots royaux du zoo, pèse lui 11 kilos. Donc voilà, on est sur un bon pépère. Un bon pépère, on peut le dire. Donc il y a des édits sur la musique Brat de Charlie. Call 911. Voilà, qui ont été faits. Alors les membres du zoo expliquent du coup cette croissance incroyable par tout simplement la génétique et aussi un très bon parenting, ce qu'ils disent parenting, des très bons parents, voilà, qui sont très bien occupés de lui, tout simplement. Donc absurde. Mais oui, c'est absurde. Je l'adore. Et donc les points communs de Mudeng et Pesto, c'est que c'est tous les deux des gros bébés. Des bébés animaux, ce qui les place très haut dans la hiérarchie Internet, évidemment, de la coolitude Internet, mais aussi parce qu'ils ont réussi à attirer l'attention du public grâce à leur particularité. Bon, évidemment, Pesto, je vous le cite pas, mais par aussi, du coup, l'attitude de Mudeng. Mais là où ils se distinguent, et ça c'est tragique, c'est sur les conséquences de cette célébrité. Mudeng, depuis sa naissance et l'explosion du mème, ça a entraîné tout simplement l'explosion de la fréquentation du zoo. La fréquentation a tout simplement doublé et ça pourrait ne pas être un problème, sauf que on veut son moment Mudeng maintenant quand on va voir Mudeng au zoo. Et donc les visiteurs ont commencé à lui balancer de l'eau et des objets dessus pour avoir une réaction de la part du petit hippopotame, quand bien même il serait en train de dormir. Et le zoo est intervenu ou... Tout à fait, le zoo a intervenu, à réglementer les passages. On ne peut rester que 5 minutes devant Mudeng désormais et à placer du coup des caméras de surveillance autour. Donc au moins ils ont réagi. Le bien-être est pris en compte, ouais. Et concernant Pesto, certains internautes ont accusé un parc zoologique chinois dans le Sichuan de faire grossir volontairement leurs animaux dans l'espoir d'en tirer un effet Pesto. Dans les faits, le zoo lutte en fait depuis des mois contre une prise de poids assez massive du côté d'un léopard qui est assez chubby. Mais ça, en fait, c'était déjà avant l'effet Pesto, etc. Mais ça commence aussi à créer en fait des suspicions autour des autres zoos. Est-ce qu'on maltraiterait Exactement. Comment t'as su que j'allais dire ça? Ces animaux vis-à-vis en fait des conséquences positives que tu peux avoir d'une exposition médiatique de cette ampleur. Parce que par exemple, Pesto, c'est plus d'1 milliard de vues sur ses vidéos désormais sur TikTok. Quoi qu'il en soit, on ne peut que systématiquement vous conseiller de faire attention à ce que vous voyez sur Internet et plus particulièrement comment sont traités les animaux viraux du net. Et il me semble que tu avais un dernier mème en bonus et je suis la maître du temps et je peux te dire que tu as 2 minutes pour nous en parler. Eh bien, ça va aller très très vite. Donc un petit mème, un dernier en bonus, juste à l'évoquer parce que je l'aime beaucoup. C'est la réécriture du vidéo gag à l'heure de TikTok. On n'a plus le temps. Il faut que très rapidement, en 1 seconde ou 2 secondes, une vidéo nous convainc de la regarder jusqu'au bout parce que sinon on va scroller directement. Et on a une réponse à ça. Ça s'appelle le subtil foreshadowing. Donc comme vous le voyez, c'est un mix entre du YouTube poop, voilà, et du vidéo gag. Donc on vous montre directement ce qui se passe, la chute ou l'événement perturbateur, on va dire. Et l'intérêt, ça va être de deviner du coup non pas la destination et non pas anticiper la destination, mais bien le voyage. Et j'aime beaucoup ce mème. Là, j'en ai mis qu'un seul parce que je savais que j'aurais pas énormément de temps, mais c'est hyper rigolo. Je vous le conseille. Je le décris pour les personnes qui nous écoutent en podcast. C'est une jeune femme qui a un tutu, une tenue de danse et qui s'apprête à faire un pas de danse visiblement, enfin un jeté en tout cas je pense, et qui se gaufre d'une manière assez spectaculaire. En fait elle glisse et elle a l'air ça te fait vraiment très mal, mais bon si elle l'a posté c'est que... Et elle l'a reposté en fait. Ce qui est marrant aussi avec ça c'est que ça permet de refaire venir en fait des mèmes et d'offrir une nouvelle écriture plus ou moins, parce que celui-là il avait déjà été publié il y a de ça même un peu plus d'1 an je crois, donc ouais. Eh ben, merci beaucoup Héloïse, merci aux personnes qui nous ont proposé des mèmes. Donc je vous le rappelle, vous pouvez nous contacter sur YouTube, sur Instagram ou par mail pour nous proposer vos mèmes. Et puis, est-ce qu'il serait pas temps d'aller toucher de l'herbe? De ouf. J'ai plus d'eau. Courage, c'est la fin de l'émission parce que voilà, va toucher de l'herbe, c'est cette catégorie qui clôt toujours Internet Exploreuse. Et pareil, une nouvelle formule, on est sur une édition un peu plus chill, je dirais, du va toucher de l'herbe. Ouais. On discute un petit peu toutes les trois. On a littéralement 0 note où on discute juste toutes les trois de toutes les manières dont on est allé
toucher de l'herbe. Il y a juste les 2 sujets qui sont écrits en cap et qui sont incroyables, vous allez voir. Voilà, comment est-ce qu'on a touché de l'herbe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'est éloigné des écrans. Je peux déjà dénoncer Héloïse qui a foiré ce défi car tu es restée enchaînée aux écrans visiblement. Bah oui, enchaînée à Métaphore notamment, il y a 2 ou 3 autres trucs. Des jeux vidéo, donc. Je suis esclave des jeux vidéo ce mois-ci. Voilà, RIP. c'est dit. Ouais. RIP. Est-ce que tu veux nous parler, Pauline, de comment tu as touché de l'herbe? J'ai littéralement touché des feuilles. Et ouais, les nazes. Non, mais c'est vrai que moi, en ce moment, je suis beaucoup sur mes écrans, etc. Mais bon, comme j'ai un enfant de 2 ans, je suis aussi beaucoup déconnectée de mes écrans. Beaucoup sur ton enfant aussi. Ah, ouais, exactement. Et non, mais c'est vrai que cet enfant, et comme tous les enfants, apporte une obligation à être dans l'instant présent. Qui est parfois désagréable. Mais c'est vrai que là, c'est l'automne. Les feuilles, elles ont des couleurs trop chouettes. Il y a des marrons. Et ma fille, elle collectionne les marrons. Donc, on en a genre 12 000. Et j'en ai dans toutes mes poches. Et hier, tu vois, par exemple, le contenu intégral de mes poches est tombé par terre dans le train. Et il y a un gars qui m'a ramassé mon marron. Et j'étais trop contente. C'est gentil de sa part. C'est trop gentil de sa part, quoi. Mais les marrons, ils sont stockés où chez toi? Vous avez genre une boîte à marrons? Non, elle a une étagère avec sa petite déco qu'on essaie de faire genre saisonnière, blablabla. Et en fait, elle a ses 15 marrons qui sont posés là. Et elle en rajoute à chaque fois, elle oublie qu'elle en a. Vous pourriez faire des figurines de marrons? Ah ouais. Et il faut que je me renseigne. Mais alors là, c'est toucher de l'herbe level maximal. Ça Ouais. C'est trop touché d'herbe. Mais oui, et du coup, maintenant, je me surprends même quand je suis pas avec ma fille à aller chercher les plus jolies feuilles qui sont tombées des arbres. Et ça m'apporte une joie Faire un petit immense. herbier. Oh là là, mais trop. Après, on les met dans des cahiers et tout. Et c'est trop bien. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je fais. Et toi, t'avais une anecdote marron assez incroyable, Louise. Parce que je me suis dit, il faut que je trouve une illustration marron quand même pour le générique. Et du coup, j'ai tapé dans mon stock photo. Et puis, je suis tombée par hasard sur un article. Oh là là, ça m'a appris tellement de choses. De Libération. J'ai rien de Libération, tout à fait. Donc, je vous lis le titre. Séisme au championnat du monde de cassage de marron. Le vainqueur, King Conker, soupçonné de triche. Son marron serait en acier, c'est choquant. Tout à fait. Alors ça je vous explique. quoi Je vous explique déjà, la le discipline. championnat. Parce que, alors, 2 secondes, mon mari me dit le championnat du monde de marron. Et là, je suis genre, quoi? C'est quoi ça? Donc, de cassage de marron. Alors, du coup, c'est pas, vous savez, comme les ouvertures d'huîtres et tout, c'est pas le but, en fait, de casser le marron comme ça. En fait, vous le voyez là sur la photo, pour les personnes qui nous regardent, c'est, tu vas suspendre un marron à un fil, et le but, ça va être de casser le marron, ça se joue à 2, de casser le marron, du coup, de l'autre participant en l'envoyant valdinguer comme ça. Généralement, le marron... Oui, c'est extrêmement difficile, je pense. Il faut que j'essaye. On fait ça tout à l'heure? Allez, c'est parti. Il faut juste trouver des marrons à Paris. On peut demander à Pauline, elle en a plein. Et du coup, en fait, généralement, ça prend plusieurs chocs quand même pour casser le marron. Et là, ce gars-là, ce gars qui s'appelle David Jenkins, si je ne m'abuse, il a réussi direct à le casser, quoi. C'était chelou. Et ils ont retrouvé un marron en acier. Mais un marron métallique. En marron? J'imagine, ouais. Du coup, dans sa poche, et il dit, mais non, mais je l'ai pas sorti, je l'ai fait avec un vrai marron, je veux etc. un documentaire sur ce truc. Évidemment. Je veux un film. Je veux un manga en 15 tomes. Tu vois, on retombe sur la question de qu'est-ce qui devrait être difficile et pourquoi, et est-ce que c'est pas le process qui est plus intéressant? C'est pas l'intention. Quelle est ton intention, David? Donc voilà, c'est une compétition qui se passe en Angleterre, évidemment. Et donc voilà, je vous invite à lire les papiers si ça vous intéresse comme nous. Incroyable. Moi, avant de raconter comment j'ai touché de l'herbe, je veux bien qu'on passe la petite vidéo que j'ai mis dans nos ressources. I'm so excited it's soup weather. I love soup. No, you don't. If you love soup, it's always soup weather. You are a poser. You might like soup, but you don't love it. You don't love it if you think there's a season for it. Get out of here. Get out of here. You're an amateur. Amateur hour. Waouh. Regardez-moi. Regarde-moi. Audience, regarde-moi dans les yeux. Bois de la soupe. Bois de la soupe. J'adore la soupe. C'est trop bon, la soupe. J'adore la soupe et j'ai longtemps cru que j'aimais pas la soupe. Oh waouh. Et pourquoi? Je vais te répondre. Pauline Armange, pourquoi est-ce que je croyais ne pas aimer la soupe? J'ai besoin de réponse. C'est parce qu'en fait, je la buvais mixée. Et toi, tu aimes la soupe avec des morceaux? Voilà. Moi, en fait, j'ai grandi dans une... Il y a des familles. Il y a des familles de soupe à morceaux et il y a des familles de soupe mixée. Moi, je venais d'une famille de soupe mixée. Donc, mes parents, très gentiment, me faisaient des soupes maison. Et voilà, les soupes vertes, les soupes oranges, etc. Et je trouvais ça pas terrible. À partir du moment où j'ai compris que j'aimais les soupes à morceaux, ça,
ouvert mon univers. Et si je dis ça, c'est que là actuellement, alors j'ai des phases soupe. Là, je suis dans une phase très très haute en termes de soupe. Très très soupe. Notamment là, ma grande passion en ce moment, Tu peux prévoir quand ça va redescendre ou pas pour savoir quand pas investir dans la soupe. avant février-mars, je dirais. Okay. Ah ouais, c'est une grosse période soupe. Notamment, ma grande passion en ce moment, c'est de faire de ce que j'appelle des soupes de frigo. Soupe avec un 2, c'est important de l'écrire avec un numéro 2. La soupe de frigo, c'est une recette extrêmement simple. Vous faites revenir des oignons pendant 15 minutes dans une casserole, dans ce que vous faites de la soupe. Hein. Je ne vous juge pas. Utilisez ce que vous voulez. Faites revenir des oignons pour qu'ils soient bien mous. Ensuite, vous balancez tous les légumes qui vous passent par la main, vraiment n'importe lesquels. S'ils sont flétris, il n'y a pas de souci. Coupez-les en morceaux relativement petits. Vous mettez de l'eau pour recouvrir ça. Vous pouvez mettre du bouillon, ça peut être du bouillon d'épluchure, du bouillon de légumes, ça peut être du bouillon de poule. Et si vous n'êtes pas végétarien, vous pouvez y rajouter du poulet à faire cuire directement dans de l'eau. Vous couvrez 15 minutes, vous sortez le poulet s'il y a du poulet, vous l'émiettez, vous le remettez, bang, soupe de frigo, c'est délicieux, ça dure des jours et des jours. Je sais pas, j'adore la soupe, mais j'adore toutes les soupes. Quoi, Sylvain, t'aimes pas la soupe? Sylvain, regarde-moi. Moi, j'aime pas la soupe avec les morceaux. Berk. Moi, la soupe, moi, je mangerais de la soupe le matin si j'avais pas la flemme. J'ai fait des vacances au Vietnam avec ma meilleure amie Camille, que je salue si elle nous regarde. Le matin, on mangeait du pho, qui est l'une des soupes un peu traditionnelles vietnamiennes, avec une soupe de nouilles. Qu'est-ce que c'était bon! J'adore la soupe. Je sens qu'Héloïse est un peu inquiète. Mais je suis inquiète pour toi parce que là, ça fait mots croisés, soupe. Mais je suis super hydratée. Étirement. Excuse-moi, je suis en bonne santé. C'est vrai. T'es hyper healthy et que t'es un modèle pour nous toutes et tous. C'est vrai. Mais pas la et d'ailleurs, je compte participer au Nano Brimo en novembre et écrire un roman sur la soupe. Un roman sur la soupe. Je suis prête. Un roman sur la soupe. Voilà, c'est mon conseil pour toucher de l'herbe. Toucher des légumes, c'est de l'herbe. Hein. Faites de la soupe. Merci beaucoup, Lucie. Je crois qu'on est arrivé au terme de cette émission parce que je vais pas pouvoir tenir avec cette soupe à morceaux dans la tête. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Merci et évidemment à Sylvain, à la régie qui a subi également cette soupe à morceaux. Merci beaucoup, Pauline, d'être venue. C'était super agréable de t'avoir sur ce plateau. Et super intéressant. Oui. Merci Lucie malgré tout. Malgré tout les défauts. Oui, Sylvain qui rappelle. Évidemment, aucune notification du coup par Pauline Armange présent sur le plateau, 4e invité finalement. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu C'est une toute petite nouvelle, donc parue aux éditions La Fourmi, dans un très très beau livre relié, j'insiste, qui est vraiment magnifique, raconte l'histoire d'un mec qui attend sa copine qui rentre de voyage. Et elle le ghost. Que va-t-il se passer? Vous saurez si vous êtes sorti récemment, du coup? Oui, c'est sorti début septembre. Super. Merci beaucoup. Aucune notification par Pauline Armange. Merci, il me manquait. Merci à toutes les personnes, évidemment, qui nous soutiennent sur Patreon, qui nous envoient des gentils messages par mail ou en commentaire YouTube aussi, ça arrive. Je crois que j'ai fait le tour des remerciements. Non, il me manque quelque chose. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une explication, d'un mème explique-moi de qualité sur le mème de votre choix, à nous envoyer un mail à internetexploreuse avec un s@gmail.com ou à nous contacter directement dans nos messages, dans notre messagerie. Je sais pas comment ça fonctionne, Insta, j'en ai marre. Par message direct sur Instagram. Cette fois-ci, promis, on vous répondra. Et d'ici là, on va vous dire au mois prochain, en fait. Au mois prochain. Bye. Allez, salut.